Alors, donc aujourd'hui, la formation va traiter des droits des étudiants exilés dans l'enseignement supérieur en France. On a fait la dernière formation en décembre sur le droit d'asile, enfin une introduction au droit d'asile. Et donc, c'est la suite logique, on va dire, du cycle de formation. Et donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va vous faire une petite présentation du MENS. Pour certains, ça va être un petit peu redondant, mais comme il y a un certain nombre de personnes qu'on ne connaît pas, on prend un petit peu le temps à chaque fois de représenter un petit peu l'historique et nos activités pour que ce soit clair pour tout le monde. Ensuite, vous savez qu'on adore ça, on vous fera un petit quiz sur les chiffres des personnes exilées dans l'enseignement supérieur, dans le monde et en France. On enchaînera sur les démarches pour s'inscrire à l'université, pour candidater à l'université pour les personnes exilées et tout ce qui est frais d'inscription. On continuera sur les possibilités de bourse et de logement selon les statuts et les âges. Et après, on fera quelques petits cas pratiques pour réfléchir concrètement à tout ce qu'on a vu pendant la formation et voir ce qu'on peut proposer aux personnes exilées. Alors, pour la présentation du MENS, je vais essayer d'être assez succincte. Donc, vous savez que le MENS a été créé de manière informelle autour de 2016-2017 par des groupes de personnes qui étaient acteurs dans les universités, donc que ce soit des enseignants-chercheurs, des étudiants, des équipes politiques, euh, des personnels administratifs, qui se sont rendus compte que les universités étaient finalement peu préparées dans l'ensemble pour accueillir des personnes exilées et donc il y avait énormément d'obstacles. Donc, quels étaient ces obstacles? La difficulté pour la reconnaissance des diplômes étrangers, euh, les différences entre le système universitaire d'origine et le système français, les démarches de candidature qui sont très compliquées, on le sait, et en plus avec très peu euh, de comment, les ressources n'étaient pas du tout centralisées, donc c'était très compliqué pour les personnes exilées d'avoir accès aux informations. Et enfin, le plus gros obstacle, le niveau de français étant donné qu'il y a peu de formations en France linguistique gratuites pour le niveau B2, qui est le niveau requis pour accéder à l'enseignement supérieur en France. Attention, je vous donne déjà un indice pour le quiz, notez-le. Euh, euh, donc voilà, un certain nombre de personnes se sont réunies de manière informelle et se sont dit qu'il fallait mettre en place des dispositifs communs et partager les pratiques de chacun pour essaimer sur tout le territoire national. Et donc aujourd'hui, au MENS, on a 56 établissements membres. Depuis qu'on est devenu une association en 2020, les universités adhèrent officiellement au MENS. Donc maintenant, on en a 56, donc c'est un chiffre assez important. On a 12 associations membres aussi, 11 partenaires institutionnels. Et le but vraiment, c'est de faire travailler tous ces acteurs ensemble dans un but commun qui est un meilleur accès à l'enseignement supérieur des personnes exilées. Et donc notre dispositif phare, on va dire, ce que vous connaissez tous sur mon site, c'est le DU Passerelle qui a été créé en 2019 et qui avait pour but de lever les obstacles cités précédemment et donc de permettre à des personnes exilées d'avoir une formation pour mettre un premier pied dans l'enseignement supérieur avec des cours de français, des activités interculturelles et surtout un accompagnement spécifique pour la reprise d'études pour construire leur projet académique, faire le bilan sur leur parcours et voir un petit peu ce qui était disponible en France et qui permet aux étudiants qui font partie de ces passerelles d'avoir accès aux bourses du Crous, ce qui n'est pas systématiquement le cas pour les diplômes d'université normalement. Donc voilà, maintenant il y a 42 des passerelles qui sont habilitées en France et qui accueillent un certain nombre d'étudiants. Je ne vous donne pas le chiffre parce qu'on va vous poser la question tout à l'heure. Et nous, qu'est-ce qu'on fait au MENS? On fait de la collecte de données et des études. Donc, on publie régulièrement des petites enquêtes sur l'état de l'accueil des personnes exilées dans le système de l'enseignement supérieur en France euh, ou sur des projets très spécifiques. Euh, on vous sollicite d'ailleurs beaucoup pour remplir des questionnaires, qu'on puisse avoir des données à analyser. On fait du plaidoyer et de la communication, donc auprès surtout des institutions publiques pour faire évoluer les politiques publiques.
Euh, on fait de l'ingénierie de projet et d'outils. Donc là, c'est plutôt quand on va vous fournir des outils tout prêts que vous pouvez réutiliser dans votre établissement. De l'animation de réseau et de la formation. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, le cycle de formation, les événements, la mise en lien entre les établissements, etc. Et de la levée de fonds. Donc, on a plusieurs programmes de levée de fonds. On va chercher des fonds auprès de bailleurs publics et privés qu'on redistribue aux établissements qui mettent en œuvre des DU passerelles pour les pérenniser et les améliorer. Voilà. Bon, là, c'est nos activités plus en détail que vous pourrez regarder, évidemment. On vous enverra le support de présentation comme toujours. Euh, et si vous n'avez pas de questions sur le MENS, je vous propose de continuer. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On aura des moments de questions à l'oral à plusieurs reprises dans la formation. Mais voilà, si vous en avez que vous ne voulez pas oublier, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On lit le chat, évidemment. Et donc, pour bien commencer à se mettre en jambe, on va vous proposer un petit quiz. Et donc un petit quiz sur les quelques chiffres sur les personnes exilées et sur l'enseignement supérieur. On va vous projeter une question à chaque fois et ensuite vous aurez une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec trois possibilités de réponse A, B, C. Donc on va vous laisser à chaque fois quelques secondes pour répondre et on fera on vous montrera la réponse pour en discuter tous ensemble. Donc, pour la première question, c'est de savoir combien de bénéficiaires de la protection internationale, donc personnes réfugiées, protection subsidiaire ou reconnues apatrides, sont diplômés du secondaire ou du supérieur au moment de leur arrivée en France. Est-ce que c'est 15%, 25% ou 45%? Et je vous lance la question. Alors, ne faites pas attention au titre, hein, on recycle nos petites fenêtres Zoom d'une formation à l'autre. Bon, les réponses se sont stabilisées. Une majorité d'entre vous a indiqué 25%. Et la réponse, c'était 45%. Ces chiffres-là, on les sort de l'enquête ELIPA2, qui est réalisée par le service de la DGEF du ministère de l'Intérieur. Ils ont réalisé une enquête sur un échantillon d'environ 6500 primo-arrivants en 2019. Et donc, parmi ces primo-arrivants, ils ont recensé que 26% des BPI, donc des bénéficiaires de la protection internationale, sont diplômés du secondaire et 19% de ces mêmes personnes étaient diplômées du supérieur dans leur pays. Donc, on voit avec ça que nos actions sont quand même très utiles, hein. Si on a 45% des BPI qui peuvent prétendre à l'université, c'est important de proposer des dispositifs qui leur permettra de reprendre des études s'ils le souhaitent. Question 2. Combien de bénéficiaires de la protection internationale occupent un poste de cadre en France, évidemment? Est-ce que c'est réponse A 2%, réponse B 9%, réponse C 14%? Et donc, c'est un petit peu partagé, principalement, c'est la réponse A qui l'emporte avec derrière la réponse B. Et la bonne réponse est effectivement la réponse A, c'est 2%, donc c'est très très peu. Et c'est un chiffre qui est assez stable. Donc on voit qu'il y a quand même 19% des BPI qui sont diplômés du supérieur dans leur pays, mais seulement 2% qui occupent un poste de cadre. C'est nettement en dessous des normes pour les Français et même pour les primo-arrivants. De manière générale, si on exclut les BPI. Et ça n'évolue pas. On voit l'enquête ELIPA2, c'est toujours la même enquête, hein, dont on tire ces chiffres. Elle a été effectuée en 2019
et 2022. Et sur les sondages 2022, ça c'est resté stable à 2%. Donc on voit que c'est les mêmes cohortes qui ont été interrogées. Donc on voit que malgré les quelques années plus tard, c'est toujours le même chiffre qui accède à un poste de cadre. Et puis on note aussi qu'ils occupent moins souvent un emploi en CDI et qu'ils exercent plus souvent des métiers d'ouvriers non qualifiés. Donc voilà, on a un vrai sujet ici. Il y a un public qui peut prétendre à l'enseignement supérieur et à des métiers de cadre, mais malheureusement, il y a des obstacles qui persistent et donc ça nous pousse à se dire qu'il faut renforcer nos activités. Alors, pour la troisième question, il y a normalement un premier arrivant depuis le début de la présentation, donc vous devriez bien connaître. La question, c'est de savoir combien est-ce qu'il y a de DU passerelles en France en 2024. Est-ce qu'il y en a 31, 42 ou bien 63? Donc, vous avez été super nombreux à répondre. C'est la question pour laquelle vous avez répondu le plus rapidement. Il y a quelques erreurs, mais globalement, ne vous êtes pas trompé, c'était donc bien 42 DU passerelles en France. Je vous refais pas le topo qui a été présenté par Camille. Voilà, donc c'est des formations créées spécifiquement pour les étudiants exilés. L'intérêt de ces DU, c'est qu'ils sont reconnus nationalement par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc ils ont accès aux bourses aux critères sociaux. Et on vous a mis une petite carte avec l'ensemble des DU passerelles réparties sur le territoire. Donc, ce qui est à voir ici, c'est qu'on couvre largement l'entièreté du territoire quasiment. Et on vous a mis un lien en bas pour que vous puissiez en apprendre un peu plus sur les DU passerelles et notamment sur les établissements. Quand vous cliquez sur la carte, depuis notre site internet, vous verrez les spécificités de chaque DU passerelle, puisqu'ils ne proposent pas exactement, donc ils sont régis par la même maquette cadre, mais chacun propose un programme un petit peu différent avec des possibilités de cours qui diffèrent. Donc voilà, que ce soit pour votre intérêt ou pour guider un étudiant, vous avez toutes ces informations qui sont recensées sur notre site et ça vous donne également un lien vers le site de chaque DU Passerelle si vous avez des questions spécifiques avec les contacts directement dessus. Je le vois sur le PowerPoint, donc je le dis pour ceux qui ne savent pas. Donc, on va utiliser à l'écrit DUP pour DU passerelle et ESR pour enseignement supérieur. C'est par souci d'économie de place sur le support. Question suivante. Combien d'étudiants exilés sont inscrits en DU passerelle en moyenne chaque année? Est-ce que c'est 1400 étudiants, 1600 ou 1800? Un chiffre qu'on rabâche à chaque réunion nationale. Ah non, ça répond toujours. C'est très partagé. Ah, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est bon. C'est très très serré. On a les trois réponses qui sont au coude à coude, 35, 38, 27%. C'est la réponse B qui l'emporte dans vos réponses. Mais la bonne réponse était la réponse C. C'est en moyenne depuis l'année dernière, 1800 étudiants par an dans les DU passerelles. Et ça, en général, on y a 70% qui ont moins de 35 ans, 52% qui sont des femmes. Ça, c'est depuis la guerre en Ukraine. Ça a changé drastiquement les statistiques sur l'âge des étudiants et sur le genre des étudiants. Avant, on était autour de 42-43% de femmes dans les DU passerelles. Il y a 70% de taux de réussite au diplôme nationalement. Et après, on a 79% de suite de parcours dans l'ESR, donc dans l'enseignement supérieur. 79%, ça comprend tous ceux qui continuent en DU passerelle. Je crois que sur les 79%, c'est la moitié qui continue en DU passerelle. Et après, il y a une répartition entre licence master. Et il y a 15% d'entrées en formation professionnelle ou emploi. Euh, voilà. Donc, c'est
quand même une majorité écrasante de suites de parcours dans le SR, et puis on voit qu'il y a quand même peu de suites de parcours euh, sans aucune, enfin un peu de non-suite de parcours, on va dire, d'inactivité, pardon, c'est ça le mot que je cherchais. La dernière question de ce petit quiz introductif, c'est combien de personnes exilées dans le monde étaient inscrites dans un cursus de l'enseignement supérieur en 2023? Mondialement, est-ce que ça représente 1%, 7% ou 15%? Un peu plus pointu sur celle-ci. Il y a quelques personnes supplémentaires qui ont répondu, peut-être parce qu'ils connaissaient peut-être plus la réponse que pour les dernières questions. La réponse qui se dessine le plus, c'est la B, c'est donc 7%. Et effectivement, c'était bien ce taux-là de personnes exilées qui sont inscrites dans un cursus de l'enseignement supérieur en 2023 au niveau mondial. Ceux qui avaient dit 1%, vous n'étiez pas très loin, c'était les chiffres de 2019. Donc on voit qu'entre 2019 et 2023, il y a eu une hausse du taux mondial de scolarisation dans l'enseignement supérieur. Ces chiffres-là, on les a de la stratégie mondiale de scolarisation du HCR. Vous avez peut-être entendu parler. Elle est souvent reprise dans les propos introductifs de certains bilans, de certaines conférences. C'est ce qu'on appelle l'objectif 15 by 30, qui est un objectif du HCR pour que 15% des personnes exilées accèdent à l'enseignement supérieur d'ici 2030. Donc, on n'y est pas encore. L'objectif, ce serait qu'on atteigne au moins ce chiffre, voire qu'on le dépasse. Donc, on est en nette progression depuis 2019. La question, c'est de savoir si on l'atteindra en 2030. Eh bien, c'est tout pour ce petit quiz, mais comme vous le savez, c'est jamais vraiment fini les quiz avec nous. On va vous proposer cette fois un vrai ou faux, spécifiquement sur les droits des étudiants exilés à l'université. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On vous a donné quelques chiffres histoire de vous donner du contexte sur notre sujet. Mais là, vraiment, on va essayer d'être beaucoup plus précis. Et après ce vrai ou faux, on aura un temps de questions. Euh, euh, pour Est-ce que je me permets, je vois une question dans le chat, est-ce que vous avez accès au partage d'écran? Je pense qu'il n'y a que des Ouais, ok. Ça aurait été dommage si personne n'avait les questions depuis tout à l'heure, mais vous auriez été extrêmement fort à répondre quand même à ABC. Ça veut dire que vous auriez été pendu à nos lèvres pour écouter C'est bon. pour écouter les réponses. Ok, et bien, dans ce cas, je vous propose de continuer sur le droit des étudiants exilés à l'université. Cette fois, vous allez avoir la même fenêtre qui va apparaître, mais avec vrai ou faux. Et donc, la première question. On peut candidater dans un établissement de l'enseignement supérieur avec n'importe quel niveau de français. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vous ai déjà donné la réponse tout à l'heure normalement. On va préciser, parce que c'est pas précisé dans la question, c'est vrai, pour un cursus en français. Il faudrait qu'on l'ajoute. J'ai l'impression que c'est bon, donc on a une majorité écrasante de faux. Effectivement, pour un cursus en français, normalement, euh, on demande un niveau B2, voire C1 pour certaines formations. Notamment des masters ou des sciences sociales. Même si, voilà, on a état de certains étudiants qui ont été acceptés, notamment des étudiants ukrainiens qui ont été acceptés dans des formations alors qu'ils avaient un niveau A1 ou A2. Le fait est que c'est très compliqué pour eux de suivre, évidemment, parce qu'on ne peut pas passer les examens en anglais. Même s'il y a des efforts qui sont faits par les enseignants, les examens, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, comment est-ce qu'on prouve ce niveau de français? On peut le prouver avec un DELF ou un TCF.
si on n'a pas de diplôme francophone. Et si on a un diplôme francophone, on n'a pas besoin de prouver son niveau de français. C'est-à-dire si on a fait nos études dans un pays francophone. Et si un étudiant n'a pas le niveau requis, il peut candidater en DU passerelle. Euh, un autre critère à prendre en compte, c'est qu'il faut être titulaire d'un équivalent du baccalauréat minimum pour candidater dans l'ESR en France, normalement, ou en tout cas avoir un baccalauréat en cours. Et si jamais on n'a pas de preuve de son niveau DELF, DALT, TCF, les universités peuvent aussi évaluer eux-mêmes les niveaux. C'est recommandé parce qu'un DELF, DALT, TCF, ça coûte cher, ça coûte une centaine d'euros. Donc, on recommande aux universités de ne pas automatiquement refuser des candidatures de personnes qui ne peuvent pas prouver leur niveau par un examen officiel. La deuxième question porte sur le document à présenter au moment de s'inscrire à l'université. Est-ce que pour s'inscrire, il faut présenter un document qui doit être en cours de validité? Un document d'identité, pardon, on a oublié dans la question. Une pièce d'identité. Je vois que toutes les réponses ont été données. Il y en a une supplémentaire. C'est très, très serré. Il y en a d'autres qui se lancent. Je crois que là, c'est bon. C'est très, très serré. On est à 48% de vrai, 52% de faux. Mon tambour. Eh bien, c'était faux. Pour s'inscrire à l'université, on n'a pas besoin d'un document qui soit en cours de validité. Ce qui est important à savoir, c'est que les universités garantissent un accueil inconditionnel pour tous, c'est-à-dire pour toute personne, peu importe son statut administratif. Cette information-là, on vous a mis la source de laquelle on puise cette information, qui est une circulaire interministérielle de 2022. On vous a mis la source si jamais ça peut vous être utile. On sait qu'on a régulièrement des mails de personnes qui nous demandent les documents depuis lesquels on puise nos informations pour les transmettre à leurs collègues, à d'autres services de leur établissement. Donc cette circulaire, elle précise bien que toute demande d'inscription doit être examinée au fond et de manière circonstanciée. La situation du demandeur doit toujours être prise en compte, nonobstant les conditions d'entrée en France. En fait, les universités, puisqu'elles dispensent des diplômes, elles doivent effectivement vérifier l'identité des personnes. Mais elles n'ont pas de compétence préfectorale, c'est-à-dire une compétence à contrôler la régularité au séjour des personnes. Ça, c'est seulement donc, les préfectures qui peuvent le faire. L'université, elle va simplement avoir la compétence, enfin simplement, la compétence de reconnaître les parcours universitaires, les projets académiques des étudiants et leur niveau de langue. Euh, donc, pas besoin que le document soit en cours de validité. On va considérer que pour justifier de son identité, la date peut être périmée. Il suffit simplement que la photographie soit ressemblante. Donc, on vous a mis une petite liste de documents qui sont utiles et qui peuvent être utilisés par les étudiants, qui sont donc une carte d'identité ou un passeport traduit si besoin. Ça va dépendre. Une carte de séjour en cours de validité, donc ou non, si la photographie permet de reconnaître la personne. Un récépissé de demande d'asile ou de visa, un extrait de date de naissance, un relevé de notes délivré par la même université, etc. On note une exception pour certains établissements privés qui exigent pour la préparation d'un diplôme d'État d'avoir un titre de séjour en cours. Donc ça, c'est notamment le cas pour les IFSI, les instituts de formation en soins infirmiers. En revanche, quand vous voyez d'autres formations, notamment des diplômes universitaires dans les universités, qui demande une présentation d'un titre de séjour en cours. C'est contraire à la loi. Ça arrive, c'est pas nécessairement euh, volontaire, c'est souvent un excès de zèle. Enfin, c'est souvent des personnes qui ne savent pas, et notamment on le voit à vos réponses dans les sondages, c'est souvent quelque chose qui est mal connu, mais ce n'est pas utile. Tout à fait. Et ça ne veut pas dire que la personne qui est inscrite à l'université va avoir accès à un titre de séjour une fois qu'elle sera inscrite, hein. Ça veut juste dire que sa régularité au séjour ne peut pas lui être opposée pour candidater à l'université. Il sera inscrit à l'université et restera en situation irrégulière dans la plupart des cas, malheureusement.
Et je me permets juste, pardon, de vous préciser avant la question suivante. Le but des formations qu'on fait pour les établissements membres de notre réseau, c'est de se faire de plus en plus connaître par les autres services des universités. Nous, on connaît surtout les personnes travaillant dans la DU Passerelle. Donc, si vous connaissez, si vous avez vent de diplômes universitaires qui demandent ce type de pratique, n'hésitez pas à nous l'indiquer ou leur donner notre contact s'ils ont des questions. Nous, notre rôle, c'est aussi de pouvoir partager au maximum de personnes, au maximum d'établissements, ces informations-là. On est là pour donner le maximum d'informations. On a les ressources pour ça, donc voilà, ne pas hésiter à nous contacter. Question 3. Les bénéficiaires de la protection internationale, donc BPI et bénéficiaires de la protection temporaire BPT, c'est pareil, ça c'est des acronymes qu'on va utiliser beaucoup, sont automatiquement exonérés des frais d'inscription. Vrai ou faux? Donc là, on vous parle vraiment des frais d'inscription. Alors, quelques secondes pour répondre. N'hésitez pas à vous lancer, hein. Pour votre information, on n'a pas les réponses de chacun. On a la réponse générale. On vous traque pas sur ce que vous avez répondu. Alors, on assume que ça se stabilise. On a vrai à 71%. Et la réponse est faux. Ils sont automatiquement exonérés des frais différenciés. Donc, c'est un petit peu différent. Euh, Alors, donc on va reprendre tout ça. On a les frais différenciés et les frais d'inscription. Les frais différenciés, c'est pour les étudiants extra-communautaires dans le cadre de Bienvenue en France. Euh, et donc, effectivement, un étudiant extra-communautaire est soumis aux frais différenciés, alors qu'un étudiant BPI est automatiquement exonéré des frais différenciés, mais par contre, il est soumis aux frais d'inscription au même titre qu'un étudiant français. Il en sera exonéré automatiquement s'il est boursier, ce qui est souvent le cas des étudiants BPI et des étudiants BPT. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une confusion de s'ils en sont automatiquement exonérés ou pas. S'ils ne sont pas boursiers, en revanche, eh bien, ce sera la même procédure que pour les étudiants français qui ne sont pas boursiers. Petite précision, les étudiants demandeurs d'asile sont bien soumis, et en situation irrégulière, sont bien soumis aux frais différenciés normalement. Le côté qu'en général, les universités les en exonèrent dans les 10%. Mais ça risque d'être de plus en plus compliqué dans les années à venir. Et puis, bon, de toute façon, ils peuvent passer en commission d'exonération a posteriori, hein, quand les étudiants. C'est pas automatique en tout cas. Eh bien, c'est ce que je vous ai déjà dit, je pense, à part sur les commissions d'exonération, une petite précision, voilà, qui étudie les dossiers des étudiants qui sont en situation précaire, mais c'est des études au cas par cas, donc ça veut dire que c'est pas automatique, sur présentation de documents, sur justification de la situation, et en général, c'est un remboursement après frais avancés. Sauf si les étudiants, en s'inscrivant, notent qu'ils vont payer à la rentrée en différé. Et donc, si la commission d'exonération a lieu dès la rentrée, bah, du coup, ils vont pouvoir peut-être éviter d'avancer les frais, parce que bah, c'est quand même une somme importante pour des étudiants en situation précaire. Même à avancer, s'ils sont remboursés, souvent, ils n'ont quand même pas ce type de ressources de côté. La quatrième question porte à savoir si les bénéficiaires de la protection internationale bénéficient d'un remboursement de la CEVEC cette fois-ci, après l'avoir avancé. Est-ce que c'est vrai ou faux? J'ai l'impression que les résultats se sont stabilisés. Vous êtes davantage à avoir indiqué faux. Et c'était juste. Les bénéficiaires de la protection internationale et les demandeurs d'asile sont directement et automatiquement exonérés de la CEVEC. Il est simplement nécessaire d'obtenir une attestation d'exonération avant leur inscription.
On vous a mis la procédure, on vous a renvoyé vers les liens. Donc, il faut se créer un compte sur lesservicesétudiants.gouv et ensuite se connecter sur le site de la CEVEC. Les personnes qui ne sont pas exonérées doivent s'acquitter de la CEVEC. Ce sont les bénéficiaires de la protection temporaire qui ne sont pas boursiers, puisque quand ils sont boursiers, ils passent de nouveau sur le régime des boursiers généraux qui est d'être exonérés de la CEVEC. Et les étudiants en situation irrégulière qui, eux, doivent s'acquitter de la CEVEC au même titre que tout étudiant extra-communautaire. Donc, le caractère automatique, c'est simplement pour les bénéficiaires de la protection internationale et demandeurs d'asile, peu importe qu'ils soient boursiers ou non. Question suivante. Il est possible d'inscrire un étudiant qui n'a pas ses diplômes d'origine. Vrai ou faux? Là, il y en a qui ont dégainé très rapidement. Dans quelques secondes. Alors, vous êtes une majorité écrasante à avoir mis vrai à 79%. Et c'est vrai. Tout à fait. Et ça, on tient de la Convention de Lisbonne, l'article 7, qui établit en gros que les pays signataires de cette convention sont censés mettre en place des procédures appropriées pour évaluer équitablement et efficacement les réfugiés, les personnes déplacées, les personnes assimilées aux réfugiés, donc ça va dépendre des réglementations de chaque pays, leur parcours académique, même s'ils n'ont pas leur diplôme avec eux. Voilà, on sait que eh bien, un parcours d'exil, c'est compliqué, que beaucoup de personnes peuvent avoir perdu leur diplôme, que ce soit en physique, mais même en photo. Il y en a qui partent et qui n'ont même pas en photo leur diplôme. Et donc, il revient à chaque établissement d'avoir des dispositifs pour évaluer le parcours des étudiants exilés et notamment vérifier leurs compétences. Euh, Ça peut passer par la VAPP, mais ça peut passer par d'autres procédures, voilà, de juste, par exemple, que les étudiants puissent justifier de leur parcours via d'autres documents que leurs diplômes, si jamais ils les ont, leurs relevés de notes, des productions qu'ils ont pu réaliser pendant leurs études, un entretien où ils parlent de leurs études, ils vous racontent ce qu'ils ont pu apprendre, etc. Donc voilà, on est censé pouvoir évaluer tous ces parcours, même s'ils n'ont pas leur diplôme. Et à côté de ça, il y a d'autres dispositifs qui existent pour évaluer les parcours des personnes exilées. On a Enipnarik, que vous connaissez peut-être, qui qui a un service de France Éducation Internationale, qui dépend donc du ministère de l'Éducation nationale, enfin, le ministère de l'Éducation nationale, euh, et qui établit en fait une évaluation des documents des personnes extracommunautaires et qui va établir une attestation de comparabilité donc, c'est pas vraiment une reconnaissance de diplôme, parce qu'ils sont pas habilités à faire ce genre de choses. C'est juste que ils vont produire un document qui dit, bon, ben, en France, ça équivaut à ça comme étude. Et le but, c'est de faciliter la lecture des parcours d'étudiants étrangers, parce que eux, ils ont des experts qui connaissent bien les systèmes éducatifs de ces pays-là, alors que nous, bah, ça peut être compliqué d'évaluer le parcours académique d'une personne qui vient du Soudan, du Tchad, voilà. Enfin, on n'est pas tous spécialistes des systèmes académiques. Comment ça se passe? Bah, c'est une procédure en ligne, c'est une demande par diplôme et elle est gratuite pour les demandeurs d'asile, les BPI et les BPT, mais pas pour tous les autres statuts. Pour tous les autres statuts, c'est 70 €. Et attention, Enipmarek ne délivre pas d'attestation pour les professions réglementées. Il n'y touche pas du tout, santé, architecture, droit, et dès que ça touche un tout petit peu à la santé. On a déjà vu notamment des personnes qui ont fait de la biologie médicale, je crois, et Enipmarek a refusé d'évaluer le parcours. Euh, Ça prend quelques mois pour l'évaluation, je crois. Et ensuite, on a le passeport européen de qualification pour les réfugiés. Je n'ai pas précisé, Nectaric, c'est pour ceux qui ont les documents avec eux. Enfin, pas forcément en physique, mais qui ont en tout cas la preuve de leurs documents.
Le passeport européen de qualification pour les réfugiés, c'est un petit peu le même principe, mais pour ceux qui n'ont pas leur diplôme ou qui n'ont leur document que de manière partielle. C'est géré par le Conseil de l'Europe en coopération avec les ministères UNHCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Et bien, les personnes exilées vont soumettre leur dossier. Il va y avoir toute une procédure d'évaluation du parcours avec des entretiens, etc., par des experts. Et après, il va être délivré une attestation de leur parcours, euh, même s'ils n'ont pas leur diplôme, du coup. C'est une demande individuelle qui s'effectue en ligne. C'est une procédure gratuite. Mais c'est seulement pour les personnes qui n'ont pas, qui n'ont une documentation partielle ou qui n'ont aucune documentation pour justifier leur parcours. S'ils ont tous leurs diplômes, alors c'est éliminatoire. Et pareil, ça prend quelques mois. La sixième question porte sur les procédures de candidature. La question est de savoir si les étudiants exilés doivent passer par Parcoursup pour candidater en première année de licence. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je vous relance le sondage. Donc, est-ce que les étudiants exilés doivent passer par Parcoursup pour candidater en L1? J'ai l'impression que les réponses se sont stabilisées, plus personne se lance. On n'a pas eu toutes les réponses, mais on en a déjà pas mal. Quelques-uns ont mis vrai, mais la grande majorité ont indiqué faux. Et on a été un petit peu méchante sur cette question, puisque la réponse est vrai ou faux, puisqu'en fait, ça va dépendre des statuts. Les étudiants exilés, on a été un peu tricky, c'est large, ça représente un ensemble de statuts. Donc, on va décortiquer ça un petit peu ensemble. Normalement, quand une personne étrangère avec comme dernier diplôme un diplôme étranger qui souhaite candidater en France, ils doivent passer par la demande d'admission préalable, qu'on appelle souvent DAP ou dossier vert. C'est la procédure qui est obligatoire pour toute inscription en L1. Elle est obligatoire pour les demandeurs d'asile. À chaque fois, on vous a mis le petit article pareil, si jamais vous en avez besoin pour retrouver les informations. En revanche, les bénéficiaires de la protection internationale et les bénéficiaires de la protection temporaire sont exemptés de la DAP, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas du tout passer par cette procédure. S'ils le font, leur candidature ne sera pas acceptée. Ces deux statuts doivent candidater directement auprès de l'université. Euh, pour la procédure de DAP, ce qui est important à savoir, c'est que c'est une procédure qui est très contraignante en termes de temps, elle se clôture chaque année le 15 décembre pour la rentrée suivante, donc très très en avance. Et elle ne permet pas du tout de valoriser, que ce soit le profil académique des personnes exilées. Ça demande un nombre de documents justificatifs très compliqués. Ça peut être autant les diplômes, tandis que, comme vous présentez Camille avant, pas mal de personnes exilées n'ont pas leurs diplômes, elles n'ont pas pu les prendre avec elles, ou alors elles les sont perdues sur leur chemin de l'exil. Ça va leur demander également des attestations niveau linguistique qui sont payants et chers, comme vous précisez Camille, difficiles à avoir, notamment pour les demandeurs d'asile. Pour payer ces, euh, ces, ces certifications linguistiques, c'est extrêmement compliqué. Cette procédure, elle est donc très, très contraignante, très peu adaptée, ce qui fait que beaucoup de personnes exilées, demandeurs d'asile chaque année, n'arrivent pas à candidater via cette procédure pour intégrer l'université. Ça retarde donc leur inscription à l'enseignement supérieur, ça retarde donc toute la reprise d'études, et on sait que plus la reprise d'études est interrompue, plus il est difficile derrière de reprendre des études sereinement pour ces personnes-là. Comme je vous disais, les bénéficiaires de la protection internationale et de la protection temporaire, eux, doivent candidater normalement directement auprès de l'université. Ça sous-entend que les universités aient mis en place une procédure un petit peu spécifique ou dérogatoire pour ces étudiants-là. On le sait que peu d'universités proposent ces procédures-là, soit par manque de moyens, par manque de RH, ou simplement parce que la question a été moins pris en charge par l'université.
Donc, de manière générale, ces personnes-là candidatent via Parcoursup. C'est pas une plateforme qui leur est destinée initialement. C'est la procédure par défaut uniquement normalement pour les BTS, les BUT et les IFSI quand on est étranger avec un diplôme étranger. C'est accessible à toute personne qui dispose d'un numéro INE, donc qui avait sinon déjà auparavant été inscrit dans un établissement, soit du secondaire, soit du supérieur. Euh, le problème de Parcoursup, c'est que ça va directement renvoyer les candidats qui ont un diplôme étranger comme dernier diplôme vers la DAP. Donc, pour des bénéficiaires de la protection internationale ou temporaire qui passeraient par Parcoursup pour un établissement qui ne propose pas de procédure spécifique pour eux, s'ils présentent leur diplôme étranger, la procédure est mal faite, ça va bloquer leur dossier et leur dire, vous devez passer par la DAP. Mais comme je vous ai dit, comme ils sont exemptés de la DAP, bah, ils ne peuvent passer par aucune procédure. Parcoursup n'accepte pas leur dossier, la DAP ne l'acceptera pas non plus. Donc, quand la situation se présente, les personnes peuvent appeler le modérateur pour indiquer leur cas individuel. C'est chronophage et c'est assez décourageant et ça sous-entend que les personnes aient connaissance de ce modérateur, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de personnes exilées. Puis la plateforme de Parcoursup, c'est pas la plus facile à prendre en main. Il y a beaucoup d'informations, donc ça peut être très difficile de se retrouver sur cette plateforme. Donc, que ce soit l'ADAP ou Parcoursup, c'est pas des procédures qui sont véritablement adaptées à ces profils qui sont très spécifiques. On sait que sur Parcoursup, il y a beaucoup de candidatures, donc bah, les candidatures des personnes exilées passent beaucoup à la trappe. Elles sont, on n'arrive pas en tout cas à bien les mettre en avant. Ça demande bah voilà, de beaucoup travailler sur son dossier, ce qui n'est pas forcément facile. On vous a mis une petite bulle d'information sur le DU Passerelle, puisque le DU Passerelle est reconnu nationalement comme un diplôme, il est reconnu comme une première année d'enseignement supérieur. Ça ne donne pas des crédits ECTS comme une première année de licence, mais c'est reconnu comme une première année d'enseignement supérieur. Donc, ça permet à tout étudiant, peu importe leur statut, qui passe par un DU Passerelle, de candidater l'année suivante directement sur Parcoursup. Donc, c'est bien pour les demandeurs d'asile puisque ça leur évite de passer par la DAP. En revanche, pour les mêmes raisons que je vous évoquais avant, souvent on a des problèmes avec leur dossier. Ils sont directement renvoyés vers la DAP, il faut passer par le modérateur, etc. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que chaque année, il y a de plus en plus de candidatures d'étudiants qui sont mis en péril à cause de ces blocages de dossiers. Euh, pour la suite des années en L2, L3 et M2, c'est la plateforme e-candidat. Je vous la présente pas, je pense que vous la connaissez très bien. La procédure est propre à chaque université de toute manière. Et c'est pour tout étudiant qui a déjà validé des années universitaires. Identique à Parcoursup, la plateforme est difficile d'accès et elle ne permet pas de mettre en avant les profils, on va dire, plus atypiques, entre guillemets, des personnes exilées. Ça va être des demandes toujours de documents qui sont assez carrés. Ça ne permet aucune flexibilité au niveau des candidatures. La dernière, mon master, pour candidater en M1, pareil, plateforme de candidature nationale unique a été mise en place l'année dernière ou il y a 2 ans. Pour toute personne détentrice d'un diplôme de licence, qui soit français ou étranger. Donc cette fois-ci, il n'y a pas cette problématique du diplôme étranger. Mais pareil, on retombe sur nos pattes avec les mêmes problématiques. La période de candidature est assez courte, ça demande des relevés de notes qui ne sont pas toujours accessibles pour des personnes qui ont fui leur pays et dont ils n'ont plus de contact avec leur ancienne université ou qui n'existent plus. Donc la procédure, comme les 3 autres que je vous ai présentées, ne sont pas idéales. On en arrive donc à la dernière procédure. Certains, je pense, ici la connaissent, beaucoup d'autres, je pense, ne la connaissent pas. On l'appelle la demande d'admission adaptée, souvent DAA ou alors dossier rose. On a un peu copié le dossier vert de la demande d'admission adaptée pour que ce soit facile à trouver visuellement. C'est un dossier de candidature dérogatoire qu'on a créé en association avec d'autres associations nationales, des syndicats, face justement à la multitude et la difficulté des procédures que je vous ai présentées avant. L'objectif, c'est de présenter cette procédure comme une candidature, une procédure flexible pour les personnes exilées, qu'elles candidatent en licence ou en master, pour tout statut.
Aujourd'hui, la DAA, elle est mise en place par un certain nombre d'universités. Je vous les ai mis en bas. Elle s'est également inspirée de procédures qui préexistaient à la DAA, notamment à Grenoble et à Tours. Il y avait déjà des procédures qui existaient de ce même type. Elle ne s'appelle pas DAA, mais c'est dans le même principe d'une procédure dérogatoire qui est ouverte à toute personne exilée. Chaque université a mis en place sa DAA selon ses propres critères et son propre calendrier, mais toujours dans cette réflexion, dans cette démarche d'avoir une procédure qui soit flexible en termes de date de candidature, c'est-à-dire que même en dehors des dates de candidature, l'objectif, ce serait de pouvoir continuer de recevoir les dossiers des candidats et pouvoir les évaluer, les regarder, euh, notamment s'il y a des désistements, par exemple. Une fois que les plateformes d'e-candidats sont fermées, même s'il y a des désistements, on ne va plus regarder les dossiers qui ont été mis sur la plateforme. Il faut que ce soit des dossiers qui ont été envoyés par mail. Donc là, l'objectif de la DAA, c'est qu'il puisse y avoir un flux tout au long de l'année ou selon certaines périodes des dossiers des candidats. Euh, on a mis en place tout un tas de recommandations et de documents d'accompagnement pour les établissements qui souhaitent les mettre en place, notamment toute une explication sur le type de documents demandés, quelles procédures mettre en place pour reconnaître les diplômes, reconnaître le niveau linguistique, reconnaître les qualifications des personnes exilées avec une meilleure valorisation de leur parcours professionnel s'ils en ont eu, en plus de leur parcours académique. Donc voilà, cette procédure, elle a pour objectif de pouvoir combler les, euh, les, les aspects négatifs des autres procédures. Ça ne la remplace pas pour autant. L'objectif, c'est quand même qu'une personne exilée, si elle peut passer par la procédure nationale commune, c'est le mieux. Mais la DAA sert d'appui pour toutes les personnes qui ne peuvent pas rentrer dans le cadre assez fermé des procédures générales. Et le dernier cas, c'est les professions réglementées. Comme vous disiez, Camille, c'est très spécifique, donc on ne va pas les aborder ici. Sachez qu'au prochain webinaire qui aura lieu en mars, on va aborder les professions réglementées. Donc tout ce qui est droit, santé, études artistiques et architecture. On a quelques fiches qui sont sur le site réfugiés.info. Il y a également un guide. Donc vous retrouverez tout ça sur le PowerPoint sans problème. Euh, si vous avez des questions un peu plus spécifiques sur ces cas suivants. Pardon, je trouve plus ma souris. Je vais y arriver. Hop. Ah oui, donc là, je vous ai mis un petit calendrier. Ça permettait un peu de voir comment sont réparties les différentes procédures. Elles sont donc réparties un peu partout durant l'année. Certaines sont très, très courtes. Notamment, on voit que la plateforme Mon Master a une durée extrêmement courte. Donc voilà, l'objectif de la DAA, ce serait de pouvoir s'étaler et d'englober toutes ces périodes de candidature différentes. Et donc, la dernière question de notre petit quiz. Les demandeurs d'asile peuvent réaliser un stage, vrai ou faux? Il me manque quelques réponses, mais j'ai peur que les personnes ne souhaitent pas se prononcer. Ah, j'ai parlé trop vite. Bon, on est principalement, enfin, vous avez principalement répondu vrai à 64%. Effectivement, vous avez raison. Les demandeurs d'asile peuvent réaliser un stage. Les seules conditions pour réaliser un stage, normalement, c'est d'être étudiant, d'être inscrit dans un cursus comprenant au moins 200 heures, euh, dont 50 heures en présentiel, et que la possibilité de faire un stage soit prévue dans la maquette. Donc, aucune condition de titre de séjour, normalement, est requis pour faire un stage, étant donné que ça ne dépend pas du droit du travail. Comment on fait? Bah, c'est une convention tripartite. Stagiaire, organisme d'accueil, organisme de formation. Et il suffit d'avoir une carte étudiante, une couverture médicale et une responsabilité civile. Le problème peut se poser pour les stagiaires qui sont rémunérés plus que le minima, parce qu'à ce moment-là, l'organisme d'accueil doit déclarer le stagiaire et faire des fiches de paie. Donc là, par contre, le problème peut se poser. On vous a mis aussi le cas de l'alternance, qui est du coup différent d'un stage, parce que là, c'est bien le droit du travail et que pour le coup, il est nécessaire de disposer d'un titre de séjour ou d'un visa
long séjour qui autorise son titulaire à travailler. Donc, pour le coup, un demandeur d'asile ne peut pas faire une alternance. Voilà, on vous a mis qu'il est possible de faire une demande d'autorisation provisoire de travail. C'est quelque chose qui est prévu par la loi, enfin par la réglementation, mais enfin, dans les faits, c'est très compliqué. On en a rarement vu aboutir spécifiquement pour des alternances. Euh, voilà, alors on va vous proposer un petit temps de questions avant de continuer, mais assez court, de quelques minutes. Louise, est-ce qu'il y avait des questions sur le chat? Ouais, il y avait une question de savoir s'il y avait une plateforme d'échange pour discuter des critères des DU passerelles, éventuellement d'harmoniser l'ensemble des pratiques au sein de tous les établissements qui proposent une formation. Euh, eh bien, ce sont plutôt nos webinaires de discussion et nos événements nationaux qui sont ces plateformes pour discuter des critères de chaque des passerelles. La deuxième question porte si il faut avoir une photographie sur les documents au moment de l'inscription dans l'enseignement supérieur. Euh, Pas nécessairement, notamment si les étudiants ont déjà été en études au sein de l'université. Un simple relevé de notes suffit pour se réinscrire. Donc, il n'y a pas toujours nécessairement besoin d'une photographie. Généralement, au moment de l'inscription, je crois qu'il y a des listes de documents qui sont acceptés. L'important de savoir, c'était surtout que la date du droit au séjour de la personne n'est pas importante, simplement son identité. Ouais, mais pour une première inscription, il faut un document avec photographie pour vérifier l'identité de la personne, ouais. Mais pas pour réinscription. Depuis janvier 2025, effectivement, c'est bien 120 € et Nick. J'ai vérifié entre-temps. Tout à fait, ça a augmenté. Je ne savais pas. Merci à Claire de l'avoir précisé. Euh, Avant, c'était 70 et 20. En gros, ils payaient 20 lorsqu'ils déposaient le dossier et 70 une fois que le dossier était en cours d'instruction. Et maintenant, c'est 100 et 20, enfin 20 et 100 euros. Le PQR, oui, c'est compliqué. C'est long. C'est déjà des retours qu'on a eu. C'est assez long. Après, depuis novembre, c'est pas si long que ça fait 2 mois. Donc, je pense qu'il faut compter 4 mois pour avoir une réponse. On a une question sur les frais différenciés. Bah, c'est les frais que payent les. Qu'est-ce que les frais différenciés? C'est les frais que payent les étudiants extracommunautaires pour faire des études en France. Extracommunautaires, ça veut dire qu'ils ne sont pas de l'Union européenne. Et donc, j'ai oublié les chiffres, mais c'est très cher. Ça change entre chaque année en Oui. plus quand on passe de la L1 à L2, L3. Ça change entre licence et master. Je crois, ouais, c'est 3 000 € en master et en licence 2000. C'est un peu moins cher. 2000 quelque chose, 2500. Donc voilà, c'est des frais qui sont très importants, je ne sais plus depuis quand ils sont mis en place, ça fait quelques années. Mais le fait est que beaucoup d'universités ne les mettent pas réellement en place, les frais différenciés, parce que justement, ils sont contre cette politique. Laura et Lisa nous demandent pour les frais d'inscription, nos étudiants ont tous été exonérés, quel que soit leur statut administratif. Est-ce que ce serait une exception propre à notre université? Effectivement, certaines universités ont fait voter en interne des exonérations automatiques pour soit des statuts d'étudiants, soit des formations. Donc, c'est-à-dire soit des exonérations automatiques pour les étudiants qui s'inscrivent dans des passerelles, soit pour les étudiants BPI, demandeurs d'asile, etc. C'est tout à fait possible. C'est des choses que vous pouvez porter à votre conseil d'administration. Et quelqu'un nous demande, rappeler la différence entre réfugiés et demandeurs d'asile. Alors ça, on va pas pouvoir faire tout un cours là-dessus. On vous suggère vraiment, enfin, on vous encourage en fait à suivre la première formation avant de suivre la deuxième, parce qu'on ne fait pas de rappel, sinon c'est beaucoup trop long. Et nos formations sont toujours disponibles en replay. Donc, si jamais voilà, vous suivez d'autres formations chez nous, n'hésitez pas à aller voir la première formation en replay où on vous explique en détail la différence entre demandeur d'asile et PPI, PPT. Donc, un demandeur d'asile, c'est une personne qui a déposé sa demande d'asile. BPI, c'est quelqu'un dont la demande d'asile a été approuvée par l'OFPRA. Et BPT, c'est les personnes déplacées d'Ukraine qui bénéficient du statut donc, de la protection temporaire, qui est un autre règlement, et qui ne passent donc pas par la demande d'asile. Ils arrivent en France et ils ont juste à justifier
identité, enfin, de leur titre de séjour ou de leur nationalité ukrainienne, et ils obtiennent le titre de protection temporaire. Voilà, donc c'est trois statuts différents qui donnent droit à des dispositifs différents. Enfin, voilà, voilà. N'hésitez pas à aller voir nos supports de formation de la première formation de décembre qui détaille tout ça. Et s'il n'y a plus de questions, j'ai l'impression que on a fait le tour. Euh, eh bien, on va vous proposer une petite pause de 5 minutes, histoire de s'aérer un petit peu. Et puis derrière, on reprendra avec un petit travail sur les bourses et le logement. Donc, rendez-vous à 11h08 pour la suite. Euh, Avant de commencer un peu la présentation des droits à bourse, est-ce que certains d'entre vous veulent nous partager comment étaient les sous-groupes? Est-ce que c'était facile d'avoir les réponses? Est-ce qu'il y a eu des questions un petit peu plus difficiles que d'autres? N'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole ou mettre dans le chat, hein. C'est pas un problème. Je crois que Véronique, ton micro est ouvert, mais c'est pas pour nous parler. Bon, bah, s'il n'y a pas de prise de parole, on peut directement se lancer dans les réponses. Alors, donc, en termes d'accès aux bourses, on va commencer par, entre guillemets, les plus faciles, ceux qui ont droit globalement à tout. C'est les bénéficiaires de la protection internationale et les bénéficiaires de la protection temporaire, qu'ils aient moins de 28 ans ou entre 28 et 35 ans. Ils ont accès globalement à l'ensemble des bourses, donc que ce soit les bourses sur critères sociaux pour les moins de 28 ou alors l'aide spécifique annuelle quand ils ont entre 28 et 35 ans. Ensuite, tous ces statuts, peu importe, jusqu'à 35 ans, ils ont droit à l'aide spécifique ponctuelle et les aides locales de l'université. Donc, ça peut être soit des aides d'urgence mensuelles pour de l'achat de matériel. En fait, chaque établissement met en place ses propres aides à l'échelle de l'établissement. Ensuite, ils ont accès au logement, au repas à 1 € de manière automatique et à l'accompagnement social. Donc, ça, c'est vraiment le plus facile et le plus évident. À partir du moment où les bénéficiaires de la protection internationale ou temporaire passent au-delà de 35 ans, ils n'ont plus accès aux bourses aux critères sociaux ou à l'ASA. Ils gardent uniquement l'aide spécifique ponctuelle, l'aide spécifique locale de l'université. Simplement, les personnes en situation de handicap continuent d'obtenir ces aides-là. Ils deviennent non prioritaires au logement. En revanche, ils ont toujours le repas à 1 € et l'accompagnement social. En réalité, les bénéficiaires de la protection internationale et temporaire, à partir du moment où ils dépassent 35 ans, ils passent dans le régime général de toute personne exilée, telles que les demandeurs d'asile et les personnes en situation irrégulière, peu importe les âges. Ils n'ont accès qu'aux aides spécifiques ponctuelles et aides locales de l'université. Les aides spécifiques ponctuelles, comme dans le nom, c'est pas une aide qui est là tous les mois. Elles peuvent être demandées plusieurs fois pendant l'année selon certains critères. Il faut remplir un dossier. Donc ça, c'est vraiment accessible à l'ensemble des étudiants sur le campus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le repas à 1 € et l'accompagnement social sont accessibles à l'ensemble des étudiants, peu importe leur statut et leurs âges. Quand on précise non prioritaire pour les logements, en réalité, l'ensemble des étudiants a toujours accès au logement. En fait, à partir du moment où la première phase est passée, il y a une phase complémentaire accessible pour les étudiants. Ce qu'on sait, c'est que l'ensemble du parc de logement Crous dans l'ensemble des villes sur le territoire est en très très forte tension. Donc généralement, une fois la première phase d'accès aux bourses, une fois la première phase d'accès aux bourses, les étudiants n'ont plus accès au logement. Donc on marque non prioritaire parce que techniquement sur le papier, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas droit au logement, c'est juste que la majorité n'y auront jamais accès.
Une petite chose que je vous ai pas précisée sur la slide d'avant, c'est une légère dérogation pour la BCS, donc pour les bénéficiaires de la protection internationale ou temporaire qui auraient un enfant à charge ou bien qui effectueraient un service civique, et une dérogation d'un an. Donc jusqu'à 29 ans en cas d'un enfant, ou on peut penser jusqu'à 30 ans pour deux enfants. Ces personnes-là pourront demander les BCS 1 à 2 années supplémentaires. Je vais préciser une chose qui est je vais juste préciser que même si normalement ils y ont droit, les demandeurs d'asile, enfin, il n'y a pas de texte qui dit qu'ils n'ont pas le droit au logement crous, les demandeurs d'asile et les personnes en situation régulière, ils sont quand même pas acceptés, même en phase complémentaire, dans beaucoup de crous parce que il y a des directives maintenant des CNUS, enfin du CNUS au crous, de, d'éviter de prendre des personnes qui n'ont pas un titre de séjour pérenne. Donc, il y a de moins en moins de chances que les demandeurs d'asile et les personnes en situation irrégulière aient accès au logement du Crous, même en phase complémentaire. Euh, on va continuer sur les procédures. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, on y répondra après. Euh, alors, comment on fait? Eh ben, pour les BCS et l'ASA, c'est un dossier social étudiant sur le site du Crous. Et pour l'aide spécifique ponctuelle, il faut contacter le service social du Crous. Euh, pour l'ASA et pour les aides spécifiques, pour l'aide spécifique ponctuelle, il y aura une évaluation sociale qui sera réalisée pour savoir si l'étudiant a bien droit à ces aides. Pour l'accès au repas, du coup, c'est à 1 euro. Si on est boursier, c'est automatique. Et si on est non boursier, bah, c'est une procédure en ligne euh, qui est normalement disponible jusqu'au 2 janvier de l'année N. Et bah, voilà, il faut remplir ses ressources et ça va aussi être une évaluation sociale. Après cette date, après le 2 janvier, faut passer par un rendez-vous avec le service social du CROUS. Et toute demande qui ne remplit pas ces critères peut être quand même présentée au CROUS et c'est la commission qui étudiera si la demande est légitime ou pas. Donc, dans le doute, c'est à tenter, quoi, en gros. Voilà, pour l'accompagnement social, on vous donne quelques informations. Donc, il y a effectivement les assistants sociaux du CROUS, mais qui ne sont pas toujours formés à la situation spécifique des étudiants exilés. Il y a souvent un accompagnement qui est proposé à la vie étudiante, notamment pour les accompagner sur les demandes d'aide financière de l'établissement, voire pour les renseigner sur aussi les aides financières proposées par le CROUS. Il peut même y avoir dans votre établissement des aides d'urgence, des aides ponctuelles, des aides mensuelles, des aides à l'achat de matériel informatique, etc. Ça dépend de chaque dispositif dans les établissements. Et puis les critères sont définis aussi localement. Voilà, donc il ne faut vraiment pas hésiter à solliciter ces services et à les inviter à nos formations aussi pour en savoir plus sur les droits des étudiants exilés à l'université. Même si on sait que, bah, évidemment, il y a beaucoup de demandes, hein, c'est quand même très complexe. Les étudiants exilés ne sont pas les seuls à être précaires à l'université. Il y a aussi un numéro de téléphone, mais bon, ça peut être compliqué de passer par le téléphone pour des personnes exilées. Si jamais vous voyez qu'il y a des droits qu'on vous a présentés aujourd'hui qui ne sont pas respectés, n'hésitez pas à nous contacter, soit nous, soit d'autres acteurs. Ça peut être RUSF, donc le réseau Université sans frontières. Ils ne sont pas présents partout, mais ils sont présents dans un certain nombre de territoires. Parfois, ils ont même des permanences pour accompagner directement les personnes exilées. La FAGE, qui a aussi des permanences, des antennes de syndicats solidaires, notamment, fait pas mal de permanence et d'accompagnement des personnes exilées pour les renseigner sur leurs droits. Puis après, il y a l'association UNIR, qui est à Paris seulement, donc c'est peut-être ça vous concerne un peu. Et donc, quelles sont les alternatives des aides de l'université? Parce que bon, bah, on a vu qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui n'ont pas forcément le droit aux aides de l'université, ou en tout cas, ça ne couvre pas tous leurs besoins. On ne va pas vous mentir, on n'a rien de révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour des personnes en situation irrégulière, notamment. En tout cas, les alternatives de logement au Crous, on peut avoir l'association de la Fondation étudiante pour la ville, la FEV, on peut avoir la CLEF, du logement solidaire, par exemple à Paris, on a J'accueille, réfugiés bienvenus.
Il y a aussi JRS qui existe dans un certain nombre de territoires français. JRS, c'est Jesuit Refugee Service France, donc, qui fait de l'hébergement solidaire. Il y a les foyers jeunes travailleurs et étudiants et des foyers qui sont tenus par des congrégations religieuses qui souvent n'ont pas de critères de statut. Euh, voilà, et bah là, il n'y a pas de secret, il faut regarder sur votre territoire ce qui existe. Malheureusement, on ne peut pas vous faire une liste exhaustive. Nous, on connaît le mieux le territoire de Paris, vu que c'est là qu'on est, mais il faut regarder localement ce qui se passe. Et outre les aides de l'université, quelles sont les aides financières des personnes exilées? Donc évidemment le RSA, le revenu de solidarité, euh, tout en sachant que c'est seulement pour les BPI et les BPT. Euh, Seulement les BPI, d'ailleurs, et qu'on ne peut pas cumuler RSA et statut étudiant. Sauf accords locaux ou exceptions individuelles, on peut demander à titre d'exception de bénéficier des deux, étant donné qu'on est en situation spécifique quand on est en exil. Ça marche pas à tous les coups, ça marche parfois, mais encore une fois, ça coûte rien de demander. Et quand il y a une lettre de l'université qui appuie la demande, c'est toujours utile. Il y a les aides au logement, donc seulement disponibles au BPI, BPT. Euh, les réductions de transport, ça peut être une grande aide aussi. Il faut regarder ce qui est disponible sur votre ville. En tout cas, à Paris, c'est non négligeable, la solidarité transport. Et après, il peut y avoir des aides municipales ou des aides régionales, des bons logements, des bons nourritures, etc. Donc là, il faut regarder aussi au niveau de votre ville et au niveau de votre région. Vous pouvez aussi regarder si votre territoire est adhérent à l'ANVITA, qui est l'Association nationale des territoires accueillants. Donc, c'est une association qui est un peu comme nous, mais pour les collectivités territoriales. Et l'idée, c'est d'accompagner les collectivités sur un meilleur accueil des personnes exilées. Et du coup, bah, s'ils sont adhérents, il y a plus de chances qu'ils mettent des choses en place. Euh, et donc, vous pouvez regarder si c'est votre ville, si c'est votre région, si c'est votre département. Enfin, voilà, ça peut dépendre. Donc voilà, tout ça, c'est des choses à prendre en compte pour orienter des personnes exilées quand l'université ne peut pas les aider à hauteur de leurs besoins. On va prendre quelques questions. J'ai vu qu'il y en avait dans le chat. Euh, j'ai vu que le premier retour, c'était quelqu'un qui précisait qu'il était important de signaler si l'étudiant est sur le territoire depuis plus de 2 ans dans les cas pour l'accès aux bourses. Alors, le fait d'être sur le territoire depuis plus de 2 ans, ça s'applique à tous les étudiants étrangers, sauf les BPI et les BPT. Eux, ils sont exemptés, ils n'ont pas besoin d'être sur le territoire depuis plus de 2 ans pour avoir accès aux bourses. C'est seulement pour les personnes sous visa étudiant ou qui sont venues par un regroupement ou une réunification familiale. Euh, Ensuite, Véronique disait qu'il y a eu un problème pour un étudiant qui n'a pas pu fournir d'avis d'imposition sur l'année 2023, les revenus de 2022. Le CRUS a exigé ce document et a refusé l'accès à la bourse. La n'a pas été acceptée également. Ressources en cours trop élevées. Ouais, bon alors ça, effectivement, si les ressources en cours sont trop élevées, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, l'avis d'imposition, c'est tout nouveau. C'est une histoire problématique. Ça date de cette année. La DGSIP a décidé qu'il ne ferait plus d'exception pour les étudiants exilés qui n'ont pas d'avis d'imposition alors qu'ils sont là depuis 2 ans. Euh, Avant, a priori, ça passait de faire une lettre, une attestation sur l'honneur qui indique que la personne n'avait pas de revenus mais qu'elle n'avait pas déposé son avis d'imposition. Donc, elle n'avait pas déclaré ses impôts. On sait que déclarer ses impôts, c'est pas un réflexe pour tout le monde. Les personnes exilées savent souvent pas que ça existe si on leur explique pas. Et en plus, bah, quand on n'a pas de revenus, on peut se demander pourquoi déclarer ses impôts étant donné que c'est pas obligatoire. Euh, enfin, bon, si, mais donc, étant donné qu'on paye rien, je veux dire. Donc voilà, depuis cette année, par contre, la DGSIP a décidé d'être plus intransigeante et ça a été une consigne qui a été donnée du coup au CNUS qui l'a fait passer au CRUS. Et effectivement, ça a causé des soucis. Il y en a certains du coup qui ont basculé sur l'ASA, donc là pour cette personne, ça a bloqué. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de recours et étant donné les changements, bon déjà il y a eu un changement de DGSIP cette année, donc ça a été compliqué et les changements de gouvernement successifs, on n'a pas pu faire avancer cette question, mais en tout cas, on l'a bien en tête pour aborder ça avec la DGSIP et voir quel est leur positionnement là-dessus, et puis si on peut les faire évoluer. Je crois qu'on a rendez-vous avec eux euh, bientôt, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a en tête, mais c'est assez nouveau. Ouais, c'est une directive interne sur la vie d'imposition.
Euh, alors, on a une question sur... on a indiqué non, sauf pour les BPI moins de 28 ans. Pouvez-vous expliquer? J'ai pas compris la question. Je peux préciser si vous voulez, Oui, Camille. bah, Ouais, c'est Sophie de Rennes 2. En fait, dans notre groupe, on a mis que tous les étudiants en exil, sauf les BPI de moins de 28 ans, avaient droit à un accompagnement social. On s'est vraiment trompé parce qu'on était quatre dans le groupe et on voulait des précisions que vous avez données par ailleurs. Mais moi, je sais qu'à Rennes 2, on ne fait jamais appel aux assistants sociaux du Crous, avec qui on a zéro contact et c'est très compliqué de les contacter. Mais même, on pensait que au-delà de 28 ans, les étudiants n'avaient droit à aucun accompagnement social. Mais on s'est carrément trompé. bah, normalement, l'accompagnement social, c'est un droit inconditionnel pour toute personne sur le territoire. Après, ça ne veut pas dire que les assistants du pro vont faire quoi que ce soit, mais en tout cas, ils peuvent les recevoir, quoi. Euh, c'est peut-être plus utile pour les personnes qui n'ont pas accès au Crous, enfin aux aides du Crous, de prendre rendez-vous avec le service social de la vie étudiante. Mais non, enfin, a priori, le Crous les recevra. Peut-être qu'il leur dira par contre qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose pour eux. Mais mais il n'y a pas d'interdiction en tout cas. On a ensuite Lucie Samson de Agir. Donc là, on a une perspective tout autre du coup qui ne fait pas partie d'un établissement. Pour les BPI, nous avons fait des recours au TA dans le Morbihan concernant le RSA. Ah, je peux me concernant le RSA, statut stagiaire de la formation pro, plutôt qu'étudiant. Euh, et ça en est où, du coup, ce recours au TA? TA, pardon, tribunal administratif, pour ceux qui se posent la question. Oui, bonjour à tous. En fait, il s'est passé l'année dernière, on a plusieurs des BPI. Donc, Agir, c'est un programme d'accompagnement sur l'intégralité du territoire, qui est un programme d'accompagnement pour l'intégration des réfugiés. Et donc, on accompagne exclusivement des bénéficiaires de la protection internationale. Et dans ce cadre-là, on a eu pas mal de reprises d'études dans le cadre du DU Passerelle sur l'Orient. Euh, Presque une dizaine des BPI qu'on accompagne. Enfin, il y a 10 BPI qui sont actuellement sur le DU Passerelle de l'Orient. Et en fait, la problématique qu'on a rencontrée l'année dernière, c'est que l'université avait donc pris en charge l'inscription de certains BPI, d'autres pour lesquels on avait fait des demandes de qualif emploi individuel de formation. Et certaines des personnes étaient donc bénéficiaires du RSA parce que trop âgées pour les demandes de Crous et aussi parce qu'on était hors délai lors des inscriptions pour faire des demandes spécifiques d'aide donc liées au Crous. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des demandes de rétroactivité sur les RSA des personnes avec des dettes de milliers d'euros. Des personnes qui faisaient en plus, elles, le déplacement de Vannes pour aller à Lorient, donc des frais de mobilité. Donc elles se sont retrouvées dans une panade monstrueuse. On a fait des recours auprès du département qui estimait dur comme fer que vu qu'ils étaient étudiants, ils ne pouvaient pas être éligibles au RSA. Et donc, puisque la formation finance dans le cadre de la formation professionnelle les frais prend en charge, et c'est pour ça que j'avais une question sur les frais pédagogiques, parce que la région Bretagne, dans le cadre des financements qualif emploi individuel, finance la formation, le coût pédagogique des BPI inscrits dans ce cadre-là. Donc, quelque part, elle reconnaît le statut de stagiaire pour formation professionnelle à ces personnes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'université a eu euh, aussi à jouer le jeu de se dire bah, qu'ils étaient inscrits en tant que stagiaires de la formation pro parce que le DU Passerelle à Lorient est inscrit dans le cadre de la formation continue. Euh, et donc, en fait, ça met les personnes dans des situations complexes. On a obtenu gain de cause pour une situation auprès du département qui a fait machine arrière. Mais là, depuis 15 jours, on a des retours du département qui dit on ne financera plus le RSA et les aides pour les personnes inscrites au DU Passerelle de Lorient.
Euh, donc, ça nous pose quand même sérieusement des questions. Donc, on va faire des recours pour encore toutes ces personnes. Mais j'avais une question sur le financement de la formation. Est-ce que euh, si elles sont étudiantes et éligibles au Crous, soit elles n'ont pas besoin de bénéficier du RSA, mais par contre, si elles sont demandeuses d'emploi, qu'elles bénéficient des ARE sur le premier semestre et qu'ensuite elles ont plus d'aide de France Travail, et donc là, elles sont obligées de faire une demande de RSA, le Crous ne rentrera pas en ligne de compte, et ben ces personnes se retrouvent sans ressources. Donc, elles mettent en péril leur parcours de formation et de reprise d'études. Donc, on est assez vigilant là-dessus et on est en train de chercher un peu de la législation qui permettrait à ces personnes d'avoir un minimum de ressources pour finir leurs études. Ouais, c'est un vrai problème. C'est malheureusement, la législation est prévue comme ça, pas de cumul de RSA et du statut étudiant, même si on n'a pas les bourses de cours. Et du coup, après, ça se passe sur exception. C'est le conseil départemental qui accepte ou non les exceptions qui lui sont présentées. Et malheureusement, c'est pas très bien défini. Donc, c'est vraiment à la... Enfin, nous, de ce qu'on a vu, en tout cas, c'est vraiment le conseil départemental qui a la liberté de dire oui ou non. Mhm. Parce que c'est sur... je sais plus quels sont les termes de la C'est une aide réglementation. spécifique enfin, c'est vraiment à la main du président du conseil départemental, hein, Ouais, c'est ça. Enfin, c'est sur évaluation. Enfin, sur c'est ça, situation spécifique, mais enfin, la situation spécifique n'est pas précisée, donc ils font un peu ce qu'ils veulent avec ça. Et donc, exactement. là, vous êtes dépendant de vos présidents de départementaux. Est-ce qu'ils sont sensibles ou pas à cette question? On a des départements dans lesquels ça se passe très bien et il y en a dans lesquels Mm. ça se passe mal. Donc, effectivement, dans le Morbihan, je crois que j'avais déjà eu une conversation avec l'UBS sur la question. Euh, Malheureusement, on n'a pas vraiment de solution à ce jour à proposer. Si vous allez au TA et que vous avez de la jurisprudence, ça nous intéresse évidemment. Mm. Euh, Parce que bah, du coup, ça peut aussi inciter d'autres conseils départementaux. Enfin, voilà, la jurisprudence est toujours utile. Nous, on essaye plutôt bah, avec l'Anvita d'avoir une discussion sur ce point-là, mais en fait, toucher tous les conseils départementaux, c'est pas plus. Enfin, on n'a pas les Oui, moyens de chercher tous les conseils départementaux de France, quoi. c'est complexe, mais c'est vrai que sur la question de l'aide régionale qui prend en charge une partie du coût pédagogique, il y a un montage là qui est un peu compliqué parce que d'un côté, il rentre dans le cadre de la formation pro via le Greffe Bretagne, et de l'autre côté, ils sont quand même reconnus étudiants. Donc je me demandais aussi, enfin voilà, comment étaient pris en charge les frais, la répercussion des coûts et pour l'UBS et pour les BPI, à la fois des frais d'inscription, des frais pédagogiques, et c'est pour ça que je posais la question des frais différenciés tout à l'heure pour savoir à quoi ça correspondait. La différencier, c'est encore autre chose. Du coup, là, c'est Voilà. pas Ouais, ouais, c'est en plus. prendre en compte. Par contre, les frais pédagogiques et les frais d'inscription, effectivement. Mais maintenant, enfin, s'ils sont inscrits à l'université, ils auront forcément un statut d'étudiant. Ils ne peuvent pas avoir un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Vu que ce n'est pas un organisme de formation professionnelle, l'université, c'est un organisme. Enfin, c'est un autre statut. C'est Mhm. un établissement public. À chaque fois, j'oublie le statut. Un établissement public, je sais plus quoi, culturel, machin. Du coup, forcément, s'ils sont à l'université, même si c'est financé au titre de la formation professionnelle, ils auront un statut étudiant. Ok, Par contre, le montage financier de l'UBS, ça, je ne peux pas vous renseigner, évidemment, il faut voir directement avec l'UBS. très bien. Merci. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Certains étudiants n'ont pas eu automatiquement le droit européen à 1 euro. Oui, bah, c'est que les boursiers pour qui c'est automatique, c'est ce qu'on disait, hein. Les autres, ils ont le droit, mais c'est pas automatique. Euh, Dans le chat, c'est tout. et ce- N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous les dire dans ce temps-là. euh, bon, bah, du coup, on vous propose de continuer avec des cas pratiques. Ouais. Donc, pour la dernière partie de cette formation, on vous propose des petits cas pratiques de mise en situation. Pareil, on va vous remettre en sous-groupe. Donc, vous aurez 3 cas pratiques, pardon. L'objectif, c'est que vous puissiez ressortir toutes les informations qu'on vous a présentées pour pouvoir guider les cas de Igor, Fatima et Sana.
dans leur parcours universitaire et leur proposer des solutions qui vous semblent pertinentes. On se doute que après une formation, tout est un peu brouillon, donc n'hésitez pas à noter des questions qui vous semblent nécessaires de leur poser, quelques informations. C'est normal de ne pas réussir à tout mobiliser d'un coup, d'autant plus que bah, voilà, là, vous n'avez pas les documents en main. À la suite de cette formation, vous aurez le PowerPoint de présentation qu'on utilise. Donc voilà, vous pourrez vraiment toujours retrouver les informations et nous contacter en cas de besoin. Euh, Avant de vous donner les 3 cas pratiques, on voulait vous proposer quelques conseils un petit peu spécifiques sur comment mener un entretien avec une personne exilée. C'est des choses que peut-être certains d'entre vous connaissent bien s'ils ont fait des formations précédentes ou alors de bonnes pratiques après avoir discuté avec des collègues. Mais de manière générale, on essaye de toujours mettre l'étudiant en confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines informations qui peuvent apparaître lors des discussions peuvent être très sensibles, notamment sur leur situation personnelle. Donc, il y a certaines données qui peuvent être plus difficiles que ce qu'on pourrait penser, imaginer à sortir. Donc, c'est pourquoi on ne demande jamais à l'étudiant pourquoi il est venu en France, comment il est venu en France, par quels moyens, comment a été son parcours d'exil jusqu'à son arrivée en France. C'est des informations qui peuvent, déjà qui sont très privées, mais qui peuvent surtout faire ressortir certaines choses qui vous dépasseront et qui dépasseront probablement la personne qui pourra vous le raconter. Si ça se produit, vous pouvez très bien arrêter l'étudiant. Bon, vous avez précisé avec bienveillance, mais j'imagine que vous vous en doutez. L'important, c'est de le réorienter vers un interlocuteur qui vous semble adapté pour l'étudiant, mais aussi pour vous, pour ne pas bah voilà, vous retrouver avec un ensemble d'informations auxquelles vous ne saurez pas faire face, notamment en termes de violence. Voilà, ça peut arriver. Euh, et la dernière chose à savoir, auquel parfois on ne pense pas toujours, c'est de prendre le temps de bien expliquer en détail à l'étudiant et pourquoi pas de lui proposer un compte-rendu de l'entretien. Ça peut être compliqué pour une personne, même si elle parle très bien français, de pouvoir voilà, se souvenir et bien mobiliser toutes les informations que vous lui avez données. Donc voilà, des ressources écrites, des documents qu'il peut retrouver ou alors un contact pour continuer de poser ses questions. Ça peut être très pratique. En plus d'une simple discussion à l'oral, voilà, tout ce qui est document écrit derrière, des traces de cet entretien, ça peut être très utile. Voilà, bon, c'est non exhaustif, c'était une petite liste de choses auxquelles on a pensé en amont de ces cas pratiques. Et de manière identique à l'exercice précédent, je vous mets dans le chat les 3 cas pratiques et je vous invite à les télécharger parce qu'une fois que vous passez en salle, je crois que vous n'avez plus accès au chat principal. Euh, Voilà, et donc ça va vous reproposer des salles. Vous serez avec les mêmes personnes qu'au groupe précédent, si ça vous va. Même si ça vous va pas. Voilà, vous pouvez désormais rejoindre vos groupes. Et n'hésitez pas, on reste là si vous avez des questions. En plénière, euh, est-ce que certains d'entre vous veulent bien partager les échanges que vous avez eus en ce groupe sur un des cas que vous avez vus qu'est-ce que vous lui proposez, qu'est-ce que vous avez noté, quelles sont les difficultés, etc. Je suis en train d'essayer, mais ça marche pas. C'est 2 fois que je mets le document. Alors Elisa, je ne sais pas si tu nous parles à nous, mais Oui, ton à micro est vous. ouvert. Ouais, J'arrive. tu J'arrive pas essayes à de vous partager le savoir. document de notre groupe 2. Bah, est-ce que tu peux le... Alors, partager l'écran, ça va pas être possible, Non, mais non, mais si tu j'essaye peux de le juste... mettre dans le chat. Souvent, il faut le fermer, Elisa. Ah, il est ouvert, il est ouvert. Ok, je le ferme. Mais Merci. si tu peux nous partager juste à l'oral, parce qu'on n'a pas forcément besoin de vos retours écrits, hein, c'est pas le plus important, mais plutôt juste à l'oral, nous dire un petit peu comment ça s'est passé. Ben, ça s'est très bien passé. On avait une experte dans notre groupe. On avait 2 experts, donc on a eu, je pense, pas mal de réponses à toutes les questions. Voilà, je vais vous le partager. Et du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre groupe qui veut bien partager pour un des 3 cas, quelle réponse vous apportez à cet étudiant? Ça y est, je viens de le partager. J'ai réussi. Alors, attends, faut que je le réouvre pour te dire les trucs. Hop, tac.
peux commencer peut-être par quelqu'un d'autre, parce que le temps que je retrouve sur mon ordi. Bah, qui souhaite prendre la parole peut le faire, c'est le moment. Moi, je veux bien. Bonjour. Oui. Oui. Donc, en fait, on n'a pas eu le temps de finir de tout voir, enfin, de se mettre d'accord sur tout, mais en tout cas, pour le premier cas, il y a deux problèmes qui se posent, c'est le niveau de français et le statut administratif, qui fait que bah, il ne pourra pas s'inscrire en master de comptabilité, a priori, s'il ne valide pas un B2. Et aussi le fait qu'il n'ait pas le statut, qu'il ne soit pas BPI, que son statut, il est... Bon, bref, tout ça pour dire que il pourra en tout cas pas prétendre à la bourse du Crous, c'est sûr. Et donc, ça va être compliqué au niveau financier. Enfin, le premier cas, on l'a identifié comme vraiment compliqué. Et donc, il y a beaucoup d'étapes pour lui à réaliser avant de pouvoir s'inscrire en master. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à partager sur le cas 1? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez d'autres solutions à partager? Alors, le groupe 6, on a proposé qu'il intègre un DU passerelle pour atteindre le niveau B2, puisqu'il a droit d'entrer en DU passerelle. Et on lui conseille aussi de faire une démarche auprès des NIC-NARIC pour la reconnaissance et surtout l'équivalence de sa licence de comptabilité obtenue en Russie. Mais sinon, le fait qu'il n'ait pas entamé de procédure d'asile, effectivement, est assez bloquant pour tout ce qui est accompagnement social, en tout cas bourse et logement Crous. Oui, alors nous, dans le groupe 3, on était parti du principe qu'il fallait déjà qu'il passe par une démarche pour asseoir sa situation administrative, hein. Par exemple, faire une demande d'asile, parce que d'après ce qu'on a compris, le DU passerelle, il faut quand même avoir au moins fait la demande pour y avoir accès. D'après ce que vous avez compris, où? Dans cette formation ou dans d'autres contextes? Sur les sites qu'on a consultés où c'est marqué que le DU passerelle s'adresse à des personnes réfugiées ou en demande d'asile. Mais c'est peut-être une interprétation erronée. Alors nous, en tout cas, la politique du MAN, c'est que le DU Passerelle s'adresse à des étudiants exilés, quel que soit Ok. leur statut, et c'est bien pour ça qu'on utilise du coup la terminologie étudiant exilé, ça nous permet d'englober un certain nombre de statuts sans restriction juridique. Y compris celui qui n'a fait aucune démarche par rapport à sa situation, quoi, en fait. Voilà, y compris des Ok, personnes en d'accord, situation irrégulière, y compris des personnes qui sont venues par réunification familiale, toute personne qui a dû fuir son pays d'accord, pour ok. quelconque raison et qui est dans une situation, du coup, qui constitue des situations administratives diverses en France. Donc effectivement, il faudra qu'il mène en parallèle alors son inscription en DU passerelle et puis sans doute faire des formalités pour que sa situation administrative lui permette de bénéficier d'un accompagnement. Ça peut être euh, effectivement pour lui bon de savoir qu'en ayant un statut, il peut euh, obtenir un accompagnement. Mhm. Après, c'est pas comment obligatoire. Enfin, c'est pas obligatoire. C'est recommandé. Après, c'est à lui de voir ce qui lui semble pertinent, parce que s'il fait une demande d'asile qui est refusée, il pourrait recevoir une obligation de quitter le territoire, et donc ça C'est vrai. pourrait aussi compliquer sa situation future. Donc Ouais. ça, c'est des choses qui sont à peser. En général, nous, ce qu'on dit, c'est plutôt de le réorienter vers des associations qui font des permanences juridiques et qui vont pouvoir vraiment lui expliquer tous les types de séjours auxquels il pourrait prétendre et ceux auxquels il ne pourrait pas prétendre, y compris la Mhm. demande d'asile. Et notamment la CIMAD fait du très bon travail en permanence. De manière générale, bon, c'est disparate selon les territoires, mais je pense que c'est toujours utile de renvoyer vers des associations dont c'est l'expertise principale d'accompagner les personnes dans leur régularisation pour éviter des situations qui les mettent dans une complexité encore plus importante qu'ils ne l'étaient au début. Oui, tout à fait. Ok. Je voulais juste préciser aussi que parfois l'appellation réfugié est un défaut de langage
Et vous pouvez trouver sur certains sites, autant des universités que d'autres choses sur Internet, l'utilisation de réfugiés pour parler des personnes exilées. Donc, si vous trouvez pour des formations, c'est précisé réfugiés, demandeurs d'asile, ça peut ne pas nécessairement inclure les autres statuts. Et on sait que certaines universités l'ont écrit en n'excluant pas du tout les autres statuts et en ayant une démarche inconditionnelle. Donc, vous pouvez quand même recommander aux étudiants de candidater, même si leur statut administratif n'est pas précisé sur le site de l'université. Nous, dans le groupe 1, on a mentionné la possibilité pour cet étudiant, si jamais il parle anglais, de s'inscrire dans un master qui est enseigné en anglais pour contourner, on va dire, son manque de maîtrise de la langue française. Ouais, c'est tout à fait une possibilité. On sait qu'il y en a beaucoup moins, de manière générale, et qui sont souvent payants, les masters en anglais, sans exonération possible, mais il y en a quelques-uns qui peuvent être effectivement une solution. Euh, Bah écoutez, je crois que nous, on n'a rien d'autre à dire sur ce cas-là. J'essaye de m'en souvenir, mais D'ailleurs, j'ai une petite question, notamment sur les frais, parce que justement, s'il ne peut pas justifier avec un statut administratif clair de ce qu'il est, au niveau des frais différenciés, ça a un impact forcément. ouais, c'est ce qu'on vous mettez au début, les personnes en Ouais. situation irrégulière, ce qui est son cas du coup, sont soumis aux frais différenciés. Après, il peut Mm. passer par contre en commission d'exonération. Ok, Et le merci. fait est que enfin, je le redis, mais beaucoup d'universités ne mettent pas en place les frais différenciés. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce cas-là? Non? Bah, du coup, pour le cas 2, est-ce qu'il y a des interventions, donc le cas de Sana? S'il te plaît, j'aimerais savoir le dépôt des demandes d'asile, ça prend combien de temps? La demande d'asile, ça dépend, ça peut être entre 2 mois et 2 ans. Oui, merci. Est-ce que pour le cas de Sana, il y a des interventions? Donc Sana, qui vient d'Afghanistan, qui a un niveau C1, qui est réfugié et qui veut faire une réorientation. Peut-être je peux pas un peu commencer pour le groupe 5. En tout cas, nous, on s'est demandé si elle était encore en master, inscrite en master, si elle était en train de faire son master de maths ou si elle avait fini ce master et qu'elle voulait en faire un deuxième, ce qui ne nous semblait pas tout à fait les mêmes, induire les mêmes choses, évidemment. Voilà, puisque si elle est en master, ben, elle bénéficie déjà d'un. Alors, on ne savait pas si elle avait un statut étudiant ou pas, si elle était au RSA. Euh, voilà. Et selon cette situation-là, c'est-à-dire si elle est en master ou si elle est sortie de son master de mathématiques, hein, c'est pas il nous semblait que ce n'était pas tout à fait les mêmes réponses qu'on pouvait lui faire. Voilà. Et en général, si on partait du principe qu'elle était en master et qu'elle voulait changer, bah, il nous semblait que ça, pour le coup, c'était des questions d'aménagement et de discussion avec les responsables de son master actuel pour prévoir à la fois à échéance pas trop lointaine le changement, justement, une inscription dans un nouveau master et un aménagement éventuel de ce master et disons sur 2 ans, par exemple, la possibilité de le faire en 2 ans et donc la possibilité de voir si elle a droit aux bourses. Voilà. Si elle a déjà fini son premier master et que là, pour l'instant, elle est entre deux choses, quoi, il nous semblait que c'était plus compliqué, mais peut-être les collègues du groupe pourront redire plus précisément ou d'autres gens pourront redire plus précisément la chose. Merci Marjorie. Est-ce qu'il y a d'autres, du coup, interventions pour compléter?
Puis dans le groupe 3, sur l'aspect vie familiale, le fait qu'elle ait une enfant de 7 ans, on a vu que ça faisait partie des régimes spéciaux d'études. Et donc, on l'orienterait vers le service scolarité ou vie étudiante d'une manière plus globale pour savoir comment elle peut en bénéficier. Et ces régimes spéciaux incluent souvent les femmes enceintes ou les personnes ayant une charge de famille. Donc, elle pourrait rentrer dans ce cadre. Et l'idée, ça serait aussi en parallèle de lui expliquer les modalités de possibilité de peut-être de garde de sa fille en dehors des heures de cours enfin des heures de classe pour la fille, pour qu'elle puisse disposer d'un peu plus de temps, voire éventuellement lui proposer de regarder s'il n'y a pas une formation hybride qui lui permettrait d'être partiellement chez elle pour suivre une partie de sa formation. Super. Des bonnes idées. Oui, dans notre groupe 2, on se disait qu'il y avait aussi des spécificités un peu locales. Par exemple, on parlait de l'Université de Lille où il y a une crèche en interne de l'université, ce qui n'est pas le cas à Grenoble, mais à Grenoble, il peut y avoir des aides du département pour financer la crèche. Voilà, donc après, à voir un peu selon ce qui se passe en local. Ouais, tout à fait. C'est toujours bien de voir ce qui se passe sur le territoire. Ouais, et Laura et Lisa. Oui, du coup, ça me fait réagir. C'est un peu en dehors du cas pratique, mais le fait qu'il y ait une crèche à l'Université de Lille, parce que nous aussi, on a une étudiante qui a des problèmes de garde d'enfants, et bah, enfin, ça met vraiment en danger sa formation. Et on a demandé à l'Université de Paris-Saclay si elle pouvait avoir accès à la crèche du personnel, parce qu'il y a une crèche pour le personnel, faire une exception, mais ça a été refusé. Et voilà. Et du coup, c'est intéressant que ça existe en fait des universités, enfin des crèches ouvertes aux étudiants. Voilà, c'était juste un petit commentaire comme ça. Et pour répondre à la question de la bourse, ben, là, dans sa situation, je ne pense pas qu'elle ait la bourse. Elle doit être plutôt peut-être, enfin, si elle n'est pas en études actuellement, elle doit être plutôt bénéficiaire du RSA, vu sa situation. Et on a conseillé aussi de se rapprocher du service de formation continue de l'université pour voir comment elle pourrait garder son RSA pendant la reprise d'études en master, tout en peut-être contribuant à des frais d'inscription au master et payer peut-être ses frais de master, enfin ses frais de formation, ou demander un aménagement. Après, à 32 ans, elle pourrait prétendre à l'ASA, à la spécifique annuelle, du coup, en master. Alors, pas si elle est bénéficiaire du RSA. Bah, enfin, elle perdrait le RSA, du coup. Oui. Alors, si pas forcément. Elle pourrait garder le RSA si elle passe par le service de formation continue. Mais par contre, le service de formation continue lui demandera de participer au paiement des frais de formation, mais elle pourra demander un aménagement de ce paiement, soit par un échelonnement, soit en expliquant sa situation et peut-être en revoyant le coût de ses frais de formation. Ouais, mais est-ce que c'est pas une spécificité, ça, de votre département, Véronique? Est-ce que Alors, c'est vrai que chaque service de formation continue a des fonctionnements un peu internes, ça c'est vrai. Ouais. ouais, Mais et puis aussi, au niveau du RSA, il y en a enfin, il y a certains départements qui refusent tout bonnement, comme ça a été mentionné au Morbihan, dès qu'on est étudiant, c'est même pas questionnant, c'est même pas questionné de savoir ce qui prime ou ce qui prime pas, quoi. Si c'est les bourses ou si c'est le RSA. Je sais pas si je suis claire. Parce que vous, comme vous avez un accord spécifique avec le conseil départemental au niveau du RSA, il y a peut-être aussi même en formation continue, tu vois. Là, par exemple, des personnes qui sont en formation continue dans le Morbihan perdent le RSA quoi qu'il arrive, même s'ils ne sont pas boursiers. Et il n'y a pas de discussion possible là-dessus.
Ouais, je sais pas parce que euh, si la personne reste disponible malgré tout pour un emploi et travaille, parce qu'on a le cas là d'un étudiant justement qui est en master droit, donc il est bénéficiaire du RSA. Donc, il a demandé au service de formation continue donc de contribuer aux frais de formation du master. Mais en même temps, il travaille. Il travaille la nuit. Donc, il coche toutes les cases. Donc, il maintient son RSA en fonction de son taux d'emploi. Mais en même temps, voilà, il demande à suivre des études sans rien demander à personne. Puisqu'il finance sa formation, il fait ses cours sur son temps disponible, et donc Oui. tout ça comment dire, se tient ensemble, quoi. Mm. Ouais, mais parce que vous, le conseil départemental a autorisé des exceptions pour les personnes qui sont étudiantes pour cumuler statut étudiant et RSA. Dans d'autres Alors, il est départements, pas du coup, il n'est pas étudiant. Il est stagiaire de la formation professionnelle. Il n'a pas le statut étudiant. il n'a pas du tout le statut étudiant. Non. Il n'a pas de carte étudiante. Alors je sais pas ce que le CFK délivre. Je sais pas. Non, je pense pas, non, parce il doit remplir, il doit signer à chaque fois qu'il vient en cours, etc. Donc il est vraiment dans le cadre de stagiaire de la formation continue. Donc, c'est pas parce que, pardon, on va pas aller trop loin, mais c'est pas parce qu'il n'est pas, parce qu'il est, c'est pas parce qu'on est étudiant en alternance ou stagiaire de la formation continue ou professionnelle qu'on n'a pas de carte d'étudiant non plus. Ça aussi, ça peut être un accord spécifique, en tout cas. Faire l'objet d'un accord spécifique. Ouais, parce que la formation continue, enfin, c'est très large, c'est assez compliqué. Mais Véronique, je suis intéressée de ces informations. Si c'est quelqu'un qui est inscrit à l'université, mais qui n'est pas étudiant, mais qui est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle, du coup, je me demande comment il peut se voir délivrer un diplôme d'études supérieures s'il est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle. Ah bah si, ça, c'est quand Continue. même possible. Dès qu'on est oui, dans la formation continue, en fait, c'est possible de délivrer des diplômes de l'enseignement Ouais, supérieur. mais il y en a beaucoup qui sont formation continue, mais qui sont quand même considérés étudiants. Je sais pas il faudrait que je revoie avec le service de formation continue chez nous si au niveau statut étudiant, voilà, il a peut-être une carte étudiant, sûrement pour avoir accès à la bibliothèque, au resto U, etc. Mais qui n'impacte pas le lien avec le RSA, quoi. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. Bah, c'est ce que disait tout à l'heure la personne de Agir, que c'était des personnes qui étaient inscrites en formation continue en DU Passerelle, mais que ça n'avait pas eu d'impact sur le fait qu'ils ont perdu le RSA, malgré qu'ils soient inscrits en formation continue. Et donc, c'est-à-dire de la formation professionnelle. Donc, je pense que là, c'est un truc à creuser, mais c'est peut-être pas. Enfin, je pense qu'on pourra en discuter à côté. Ça m'intéresse en tout cas, vous, votre expérience à l'UB. Parce que nous, c'est plutôt le contraire, les informations qu'on a récoltées. C'est des personnes même inscrites en formation continue qui perdent le RSA. D'accord, je me Donc, renseignerai plus. ouais, si tu as d'autres infos sur vous, comment ça fonctionne en interne, on est prêt. D'accord. Bon, on va pas avoir le temps de faire le troisième cas parce qu'il est déjà 33. Euh, J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. On va essayer d'y répondre rapidement. La première inscription à l'université. Alors, il y a une question sur un visa. La première inscription à l'université via Études en France ne peut se faire que si le visa est validé sur la plateforme Études en France. Lorsque le visa est validé sur la plateforme Études en France, les scolarités reçoivent par mail un code grâce auquel elles réalisent l'inscription. Je suis désolée, j'ai pas compris la question du coup. Enfin, quelle est la question par rapport à ça?
Bah, en fait, c'était en rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, comme quoi, normalement, qu'importe la régularisation du statut de l'étudiant, bah, l'université, elle peut inscrire l'étudiant, qu'importe son statut, en fait. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et là, en fait, on a retrouvé un mail avec une collègue à moi de la direction de la formation qui nous disait il n'est pas possible de réaliser une première inscription à l'université sans que le visa soit validé par la plateforme Études en France. Il s'agit d'une réglementation nationale et nos outils sont paramétrés pour la respecter. Sans le code reçu via email, nous ne pouvons réaliser l'inscription. Alors, bah, celle-là, la réglementation, on la prend. Mais en tout cas, pour ce qui concerne études en France, les personnes qui passent par études en France, ce ne sont que les personnes qui sont en dehors de France. Pour les Oui. personnes qui sont déjà sur le territoire français, ils ne passent pas par études en France. Donc, du coup, la question ne se pose pas. Ok. Mais si la personne qui vous a envoyé ce mail a la réglementation qui appuie son argumentation, nous, ça nous intéresse de l'avoir aussi, évidemment. Ouais, ben, nous aussi, du coup. Et je pense qu'on va se rapprocher d'elle pour en savoir un peu plus. Et juste Voilà. pour ajouter du coup à à cette question, du coup c'est la collègue. En fait, l'étudiant il a été admis à l'université via cette procédure études en France par Campus France. Mais du coup là ça bloque au niveau du visa. Mais si par exemple l'étudiant, on va dire bah, par un autre moyen se retrouve sur le territoire dans le cadre d'un voyage, est-ce qu'il pourrait effectivement procéder à son inscription même il a pas encore obtenu son visa? C'est un peu ça ma question. Bah oui, oui, mais du coup, il n'obtiendra pas son visa. Enfin, s'il est déjà en France, il n'aura pas Voilà, de... c'est pas encouragé, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que au niveau de la réelle réglementation, est-ce que l'université serait un peu en obligation de procéder à son Absolument. inscription puisqu'il a admis? Bah, en tout cas, nous, la réglementation à laquelle on fait référence oblige l'université à étudier les demandes de candidature sur le fond académique et pas sur la régularité. Donc, si une personne est déjà sur le territoire français, normalement, l'université n'a pas vocation à lui refuser son inscription sur fond de titre de séjour. Euh, mais par contre, cette personne ne se verra pas délivrer de visa, ça c'est sûr. Non, voilà. Et pourra pas non plus s'inscrire à distance comme c'est normalement possible de le faire euh, pour tout un étudiant qui est admis. Quand les inscriptions débutent, normalement, on peut s'inscrire en ligne. Mais du coup, il pourra pas le faire puisqu'il n'y aura pas eu le code. Et Bah, il faut qu'il passe par la DAP du coup. Si c'est une personne en situation irrégulière sur le territoire français, il faut qu'il passe par la DAP. comme pour le SFAD, en fait, les étudiants à distance qui passent par cette plateforme. C'est ça? Bah, en fait, la DAP, je ne sais pas sur quelle plateforme ça se fait, mais il y a deux DAP. Il y a une DAP pour les personnes qui sont sur le territoire et une personne qui ne sont pas sur le territoire. Et c'est pas les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes délais, c'est pas le même fonctionnement. Il y a quelques différences. C'est la DAP blanche et la DAP verte. Ah oui, d'accord. Ok. Merci. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, surtout des gens qui doivent partir. Il est normal, enfin, c'est normal, il est déjà 38. On avait quelques ressources à vous donner, mais vous les verrez sur le PowerPoint quand on vous l'enverra, des ressources de tout type, que ce soit des journaux, des films, de la lecture, un cache investigation qui est sorti il n'y a pas très longtemps, un podcast. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. La DAP verte est un dossier papier, on ne passe pas par une plateforme. Les dossiers sont adressés généralement au service des scolarités de l'université. Oui, Euh, ça, je confirme aussi. C'est des voilà. dossiers papier. Euh, donc, s'il n'y a pas d'autres questions de dernière minute, on va vous laisser là-dessus avec un point d'interrogation sur tout ce qui est formation professionnelle et cumul, formation, pardon, euh, continue, pardon, et cumul du RSA et du coup le statut du euh, stagiaire de la formation professionnelle. Je vais y arriver, c'était compliqué. On essaye de se renseigner là-dessus et puis on fera de toute façon, c'est un des dossiers qu'on a en cours et on fera
des mises à jour là-dessus, à toute la liste, comme on en aura. Et je viens. Moi, je Vas-y. me permets de vous préciser, je vous ai mis le flyer pour la prochaine formation qui aura lieu le 13 mars. Pareil, je crois que c'est un jeudi, même horaire, sur l'orientation des étudiants à l'université pour les professions réglementées et non réglementées. Voilà, et n'hésitez pas dans les ressources, on vous a mis un guide qui s'appelle Accompagner les étudiantes et étudiants étrangers avec ou sans papier qui pourrait vous être très utile. Eh ben, merci à vous d'avoir participé aujourd'hui. N'hésitez pas à nous poser des questions par email si vous en avez. Vous avez nos adresses mail. Et très bonne journée et à bientôt.